Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous de la ligne 1000. Nous allons aujourd'hui faire un focus sur un retour d'expérience sur les premiers tests dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Nous avons aujourd'hui Vincent et Nelly qui vont Bonjour. animer cette session. Bonjour. Je rappelle à tous les participants que vous avez un chat à votre disposition. Vous allez pouvoir poser l'ensemble de vos questions tout au long du webinaire. Nous allons réserver 10 minutes de questions-réponses à la fin. Et je laisse la parole à Vincent. Merci Jessica. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Donc aujourd'hui, l'idée est un peu de faire un petit rec sur la partie facturation électronique avec la ligne 1000. Donc la présentation sera faite par Nelly sur la présentation enfin, avec un flux complet au travers mes deux Sage 1000 avec le portail Sage. Mais avant cela, je vais vous faire quelques rappels et un petit tour sur la réforme et sur ce qui tourne autour de ça. Donc, on va d'abord faire un petit rappel sur les objectifs et sur les bénéfices, un petit focus rapide sur le calendrier. On va parler aussi également des différents prérequis, que ce soit le master data ou les versions applicatives. C'est un point important. Ensuite, je vous ferai une présentation assez globale sur les flux et sur le Sage Connect qui va nous servir de, de, euh, de présentation pardon, ou d'introduction pardon, à la présentation que Nelly va nous faire. Donc Nelly ensuite nous montrera le produit directement. Et ensuite ça, on abordera quelques annexes qui sont importantes, notamment les différents cas d'usage, qui sont des cas un petit peu particuliers, toujours un petit peu mouvants. Il faut savoir que, enfin, on aura l'occasion d'en reparler, mais on avait encore il y a 15 jours 36 cas d'usage, on est passé récemment à 48 et on devrait finir à une centaine. Donc ça, c'est un point qu'il faut pas laisser de côté. Et enfin, on finira sur les prochaines web démos à venir et par une séance de questions-réponses, bien entendu. Je vous propose de commencer sur quelques rappels et sur les objectifs. Donc, la réforme de la facture électronique, les objectifs sont donc de diminuer les coûts de traitement sur les factures, hein, comme ça a été en flux de démat, les coûts associés vont être moindres, de renforcer bien sûr la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA, ça c'est important puisque le gouvernement aura les flux de TVA en temps réel. Améliorer la connaissance de la conjoncture économique par des remontées d'informations au fil de l'eau. Et en fait, on va être sous forme de contrôle fiscal en continu. Les sociétés impactées sur le périmètre, ce sont toutes les sociétés soumises à la fiscalité. Donc, dès lors que vous avez de la TVA sur vos flux achats et ventes, vous serez impacté. Et toutes les entreprises sont concernées, voilà, sauf quelques secteurs d'activité comme la santé, l'enseignement, la formation, les opérations immobilières, toutes les associations à but non lucratif, banque et assurance. Donc, si vous avez des cas, si vous avez un doute, je vous invite à bien vous renseigner pour être sûr est-ce que vous êtes soumis complètement à la réforme ou bien partiellement. Euh, on abordera ça un petit peu plus loin, mais il est important que vous ayez bien votre périmètre. Voilà, donc afin de vous prémunir d'une augmentation sur les redressements et les éventuels, il faudra donc adapter votre gouvernance et les contrôles liés notamment aux données de la TVA. Quelques autres rappels. Donc, selon l'Ordre des experts comptables, c'est la plus grande réforme touchant les fonctions comptables depuis près de 80 ans, hein. Donc, la réforme de la facturation électronique vise à dématérialiser les flux entre les entreprises assujetties à la TVA. Donc, devra dématérialiser toute la facturation pour réceptionner et mettre les factures électroniques et transmettre les données sous deux formes à des plateformes agréées, ce qu'on appelle les PDP, hein, c'est un terme que vous avez dû entendre maintenant. Donc les deux flux, vous aurez le e-invoicing qui correspond à la réception, l'émission et au cycle de vie des factures, d'accord, selon trois formats qui sont définis par l'administration. Donc, on parle des transactions en B2B et en B2G. B2G pour le gouvernement, donc tous les flux inter-entreprises ou entreprises avec le gouvernement.
Le deuxième flux, c'est le e-reporting, donc c'est la transmission de toutes les données complémentaires pour le pré-remplissage de votre déclaration de TVA. Donc toutes les factures en B2C, en B2B international, donc nous soumis à TVA, et tout ce qui est notion d'encaissement et de prestation de services. D'accord? Donc on aura bien deux flux distincts, un qui va être vraiment en temps réel, c'est le premier, et le e-reporting qui sera avec une cadence un peu plus light, de l'ordre de un flux tous les 10 jours. Donc cette obligation mais s'inscrit dans une volonté de moderniser les échanges commerciaux, de lutter contre la TVA. Il faut avoir à l'esprit que c'est une réforme qui est en train de se mettre en place un peu partout, aussi bien en Europe que dans d'autres pays étrangers. Donc c'est vraiment une mouvance globale. Donc une réelle opportunité pour automatiser la gestion administrative de votre mes sociétés, puisque la réforme devrait nous apporter certains gains de productivité, même si la mise en œuvre est forcément un petit peu plus complexe. Mais en gestion administrative, ben, on va avoir un gain, puisque comme on aura des flux qui seront directement sur des portails, on va gagner beaucoup de gestion administrative. On va pouvoir optimiser toutes les échéances de paiement. Vous devrez avoir moins d'erreurs sur les factures parce qu'il faut que les factures soient conformes pour être déposées sur les plateformes. Moins d'erreurs sur la facturation. Vous devez avoir des temps de paiement plus courts, là aussi, hein, mais toujours pour les mêmes raisons. L'envoi et la réception des factures des maths va faire qu'on va avoir certaines économies sur les coûts, hein. Les données seront accessibles en temps réel. Voilà. Et enfin, vous aurez une réduction sur les tâches à faible valeur ajoutée au niveau de vos collaborateurs. Et enfin, potentiellement un impact environnemental. Moins de papier, moins de flux, là, mais tous les flux seront centralisés sur nos fameux portails. Concernant le calendrier, il se rapproche à grands pas, puisque il nous reste plus que 419 jours avant la facturation électronique, donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est un peu plus d'un an. Pour rappel, il y a deux grandes échéances. La première échéance, c'est septembre 2026, d'accord, où tout le monde sera en obligation d'émettre les factures, pardon, de recevoir, excusez-moi, de recevoir les factures. Donc là, on est plutôt côté achat. Et les grandes entreprises et les ETI, donc on entend par là un effectif donc supérieur à 250 salariés, d'accord, et un chiffre d'affaires de 1,5 milliard. Donc celles-là, elles vont devoir émettre. Donc là, on parle de la partie vente. Donc émettre les factures sur l'un des trois formats obligatoires sur une PDP. Donc toutes les factures soumises à TVA. Et au 1er septembre 2027, les PME et les TPE devront également émettre, mais elles doivent bien réceptionner dès le 1er septembre 2026. Donc en gros, septembre 2026, donc les 419 jours, c'est pour tout le monde en réception. Et les moyennes, enfin les TPE et les PME, donc supérieurs à 250 salariés, les chiffres d'affaires inférieurs à 50 millions devront émettre aussi leurs factures à partir du 1er septembre 2027. Donc ça leur laisse un an de plus pour pouvoir mieux s'organiser sur l'émission de leurs factures. C'est un calendrier assez court. On vous a mis une petite feuille de route. La petite feuille de route, c'est le plan qu'on vous conseille, puisque d'ici septembre, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc on est en 2025 et bien avancé, hein, puisqu'on arrive dans l'été. Donc 2025, donc lancement du projet de la facturation. Nous, on conseille, si vous ne l'avez pas fait, de faire un audit sur la facturation électronique pour vous aider à faire le tour global de, de toutes vos facturations internes, mais de vos outils, mais de vos pratiques pour voir quelles sont les actions concrètes à mener. Est-ce que vous avez des mises à jour de soft à faire? Est-ce que vous avez une partie de votre facturation qui est faite sous Word ou Excel qu'il faut identifier et intégrer dans un processus qui sera compatible avec la facturation électronique, d'accord? Donc tout ça, c'est vraiment un travail qui, s'il n'est pas déjà fait, qu'il faut faire très vite.
Le deuxième point, qui est non moins des moindres, c'est la souscription au module Data Clean et Control, notamment pour nettoyer ce qu'on appelle le master data, c'est-à-dire vos données clients et vos données fournisseurs. Pour rappel, pour envoyer ou recevoir vos factures sur les portails, sur les PDP, hein, il faudra que vos tiers soient bien renseignés, notamment au niveau des sirènes SIRET, parce que c'est par ce biais-là qu'ils vont pouvoir s'identifier sur le portail. Si vos fiches sont pas complétées et bien renseignées, vous ne pourrez pas vous connecter sur le portail, donc vous ne pourrez pas soit émettre vos factures, soit recevoir vos factures selon votre cas. Bien sûr, cela entraîne un troisième point qui est la mise à jour dans votre système d'information de toutes vos solutions, que ce soit Sage ou vos autres solutions métiers pour être conformes à la facturation électronique. Ça peut être un gros chantier. La plupart d'entre vous ont sûrement déjà franchi ce cap. Ensuite, il faut mettre en place l'automatisation et le calcul de votre TVA parce que comme la TVA va être pré-remplie par l'administration, ce sera à vous de contrôler, de justifier d'éventuels écarts. Donc, il est important que vous puissiez être en mesure de bien contrôler, de bien maîtriser vos flux de TVA dans vos outils comptables. D'accord? Donc, tout ça, normalement, c'est l'objectif, enfin, ce qu'on vous préconise au moins, pour 2025. Il faut savoir qu'à partir de 2026, dès lors qu'on est en jaune, vous pourrez basculer en facturation électronique, hein. Je rappelle que septembre 2026, c'est la mise en conformité, c'est la deadline, hein. C'est pas la date à partir de laquelle il faut être prêt, c'est la date butoir. Donc ça veut dire que dès 2026, il va falloir mettre en place les outils pour optimiser la facturation électronique, notamment avec le biais qui vous permettra, notamment sur des types de données de TVA, de vous aider à faire vos contrôles. Voilà, une mise en place donc en 2026 de l'e-invoicing, notamment pour réceptionner les factures dématérialisées, voire émettre selon dans quel cas vous êtes, si vous êtes une PME ou une UTI par exemple. Pendant toute cette période transitoire 2025-2026, bien sûr, il va falloir faire votre choix de votre PDP, votre ou vos, hein, vous pouvez avoir plusieurs PDP possibles. Et enfin, en 2027, être en capacité pour les PME et les ETI et les TPE, pardon, excusez-moi, de générer vos facturations électroniques et le e-reporting. Les prérequis, maintenant qu'on a parlé de planning, sont les suivants. On en voit pour nous quatre. Le premier, c'est le master data, c'est-à-dire être en capacité d'enrichir vos données tiers. Donc, j'en ai parlé déjà, on a le data clean et control dans Sage qui va vous aider à renseigner vos codes UDI et toutes les données de tiers. Enrichir les mentions légales sur les factures. S'il y a des nouvelles mentions légales qui sont apparues avec la facturation électronique, donc il faut bien les intégrer. Enrichir vos paramètres comptables liés à la TVA. Donc ça, c'est deux gros morceaux sur votre master data qu'il faut faire au plus tôt. Deuxième gros morceau, c'est la mise à jour applicative. Donc migrer vos solutions applicatives, Sage ou autres, hein, pour être en conformité avec les dernières informations légisociales, légifiscales plutôt. Vous mettre en dernière version de Sage 1000, la dernière version étant la version 11 R1 2025. Je rappelle que depuis les versions 11 Sage font deux releases par an qui sont mélisémées, la R1 et la R2, donc R1 et R2 2024, R1 et R2 2025, etc., qui après sont au mois de juin et au mois de décembre, enfin novembre-décembre, c'était novembre pour la 2024, ce sera décembre pour la 2025. Pour se connecter au portail Sage pour la facturation électronique, on va parler du Sage Connect et déterminer vos PDP pour pouvoir communiquer avec les autres PDP et avec la PPF. La PPF, c'est la plateforme publique au travers de ce qu'on appelle Sage Network. Sage Network étant la PDP de Sage. C'est le nom qu'elle porte. Et le Sage Connect sera le portail utilisateur qui va vous permettre de vous connecter à la PDP de Sage. Le calcul de la TVA, donc s'assurer de vos automatismes de TVA dans l'application pour garantir votre piste d'audit et les contrôles. Donc mais là-dessus, on propose notamment un audit de TVA qui nous permet de faire le tour on met de votre TVA sur vos paramétrages, sur votre fonction, sur vos interfaces pour s'assurer que vous ayez les bonnes pratiques et si ce n'est pas le cas, pour vous aider à avoir les bonnes pratiques afin de générer votre TVA dans Sage. Et donc le quatrième point, on en a parlé, le choix de ou
de vos PDP. Encore une fois, vous pouvez en avoir qu'une seule, mais vous pouvez en avoir plusieurs, hein. Si vous avez 4 solutions applicatives, vous pouvez très bien avoir 4 PDP. Après, c'est une question de process, c'est une question de coût. Donc, parmi les priorités, c'est s'inscrire à la PDP Sedge, mais bien sûr, de recenser toutes vos sources de facturation et de s'assurer qu'elles soient bien couvertes par une PDP, Sedge ou autre, et faire la chasse à tout ce qui est facturation Word, Excel, papier, hein. Dès lors qu'on rentre dans le cadre de la facturation électronique et que j'ai de la TVA, vous devez faire votre facturation, du moins envoyer vos données de facturation sur une PDP. On verra tout à l'heure les flux possibles. Petit focus donc sur le master data au travers du Data Clean et Control. Pour ceux qui sont passés en version 11, là, vous devez déjà être au courant. Donc, c'est une option entre guillemets obligatoire dans Sage aujourd'hui qui va vous permettre de faire un certain nombre de choses. Ça va vous permettre en fait de lister en fait tous les contrôles qu'il y a à faire, aussi bien sur des codifications EDI à faire que sur des tiers. D'accord? C'est-à-dire que vous aurez notamment, si on fait un focus sur les tiers, c'est la partie la plus lourde, entre guillemets, vous pourrez consulter tous les tiers qui ne sont pas conformes facturation électronique, toutes les sociétés qui n'ont pas de compte bancaire privilégié, tous les sirènes qui sont associés à plusieurs tiers. Donc là, soit il faudra faire le choix parce que votre application métier vous génère par exemple un tiers par société, donc vous êtes en obligation d'avoir des doublons, mais il faut le stipuler, d'accord? Soit c'est des vrais doublons, auquel cas il faut désactiver les fiches tiers qui ne sont pas bonnes et ne laisser que la bonne fiche tiers. Bien sûr, renseigner les sirettes, hein, identifier les tiers qui n'ont pas de code pays, identifier les tiers qui ont des nicks invalides, donc c'est les nicks qui vous permettent de passer du sirène au sirette. Identifier les tiers qui ont une catégorie facturation électronique à qualifier parce qu'ils doivent être topés comme étant assujettis ou non assujettis dans le cadre de la facturation électronique et identifier tous les tiers avec numéros intracommunautaires différents de valides pour la TVA. Oui, il y a un petit peu de boulot quand même, hein. Surtout que bon nombre de sociétés ont des bases tiers souvent qui sont relativement light. Donc l'outil Data Clean et Control vous permet d'identifier tous ces tiers et éventuellement de les corriger avec la base sirène. Mise à jour des mentions légales sur les factures, hein. Donc là, il y a des champs obligatoires qui ont été rajoutés comme le SIRET, la catégorie de vente, pour dire si c'est bien, service, mix, les options de TVA sur les débits et les adresses de livraison si différentes de l'acheteur. Voilà, donc ça, c'est les données supplémentaires qu'il faut bien vérifier qu'elles soient bien présentes sur vos outils de facturation. La mise à jour applicative, je fais le petit escalier pour ceux qui connaissent, qui est mise à jour. Donc pour rappel, la version 11 est la version cible de la facturation électronique, la version minimale. Et la version 11 est upgradée par 2 releases par an, plus ou moins impactantes selon vos flux. Celle qui va être très impactante, ça va être la version 11 R2 2025, hein. Je fais le petit escalier. On part des versions antérieures à la version 9. La version 10 qui était la version préparatoire à la version 11, notamment avec la nouvelle ergonomie, les nouvelles gestions de lettrage et de TVA. La version 11, donc, qui nous permet de nous connecter au Sage Network de Sage. Donc la version estampillée facturation électronique. Et depuis, on a donc 2 releases par an, donc celle de 2024 et celle de 2025. En 2026, bien sûr, on aura nos releases. Donc parmi les releases qui sont importantes, donc vous voyez que pas mal de releases intègrent pas mal de optimisation, aussi bien sur le lettrage que sur les performances. Ça, c'est important. Ça, je travaille beaucoup maintenant sur les performances pour les gros dossiers. On a la SFD aussi, donc la dématérialisation de Sage qui arrive en France avec une nouvelle version à laquelle ils ont intégré là assez récemment une GED et en septembre on devrait avoir l'ajout de la partie vente et la connexion au PDP de Sage, bien sûr. Et en décembre, on aura notamment la facturation électronique avec le e-reporting qui va être inclus dans la release R2, d'accord, avec le cycle des ventes, la gestion des factures en comptabilité. On aura une mise à jour notamment du data clean et contrôle. Donc, on a bien compris, cette version-là, cette release-là, pardon, va être importante. Ensuite, sur 2026, on aura de toute façon, a priori, des patchs en plus de nos releases qui, même si vous n'êtes pas dans la toute dernière version, vous devrez vous permettre comment dirais-je, d'être conforme, hein. C'est vraiment la version 11 qui vous permet de. Donc, si vous êtes encore en version 9 ou en version antérieure, il est
important de faire votre mise à jour. Voilà pour cette partie-là. On va parler un petit peu de flux avant de passer la main à Nelly. Donc les flux Sage et le Sage Connect. Alors déjà, un premier point qui est important, sur Sage, sur lequel Sage se différencie quelque peu, enfin même de manière forte, c'est que donc la plateforme de Sage, le Sage Network, d'accord, elle est intégrée à votre abonnement Sage. Ça c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre abonnement version 11, vous aurez des flux de facturation électronique qui sont également intégrés. Donc, et c'est valable pour toute la gamme Sage, hein. Vous voyez là sur le petit tableau, vous avez aussi bien les 700, les 1650, les Intact, les X3 que la ligne 1000. Donc le but de Sage est couvrir, on est à 95% de leur parc client en termes de facturation. Donc ils ont estimé ça sur des plafonds mensuels à 5000 flux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez droit, avec votre abonnement de Sage sans avoir de surcoût dans le cadre de la PDP, d'avoir 5000 flux de factures par mois, soit 60 000 flux par an. D'accord? En flux achat-vente. Hein, d'accord? Donc si vous êtes dans cette maille-là, en gros, la PDP de Sage ne va pas avoir de surcoût. D'accord? Elle est incluse dans votre abonnement de Sage. Donc ça c'est important parce que sur le marché, la plupart des PDP vont vous facturer en nombre de flux. D'accord? Si vous êtes au-delà, par contre, des 60 000 flux, donc des 5 000 par mois, vous aurez la possibilité, bien sûr, vous aurez des packs supplémentaires, hein, pack 100, 500, 1000, 5000, on parle du nombre de flux supplémentaires, d'accord, par mois, avec un tarif dégressif, hein, qui fait que si vous êtes notamment sur des grosses volumétries à 5000, on sera tout à fait compétitif avec cette offre-là. Donc ça, c'est important. C'est vraiment une différenciation de Sage par rapport à la concurrence. Voilà, ça je fais un petit spoil sur ce que va nous montrer Nelly ensuite, mais vous aurez des tableaux d'activation avec la partie Sage mais Connect pour du moins mais s'y connecter, avec la partie vente et la partie achat. C'est-à-dire qu'on va voir, pour ceux qui connaissent, sont déjà en version 11 des processus visuels que vous pourrez personnaliser, qui vont vous permettre de faire le lien avec le Sage Connect. Vous aurez également des tableaux de bord dédiés, hein. Je vous rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, dès lors qu'on est passé sur la version 11, on a une grosse mise à jour sur les processus visuels et des tableaux de bord qui ont été intégrés à Sage et qui sont mis à jour régulièrement. Et on a de nouveaux tableaux de bord qui arrivent avec les différentes releases, pardon. Voilà, donc là, on a un tableau de bord qui est dédié au suivi des différentes factures. Donc, vous voyez toutes les factures à traiter, me refuser, à approuver, etc. Avec la liste de vos factures sur le côté. À droite, vous avez le PDF de votre facture et la possibilité de accepter ou de refuser des factures. Voilà. Et là, vous aurez un tableau avec le suivi, mets les factures sous forme de liste avec la possibilité de cliquer pour voir les liens. Tout ça va être présenté juste après par Nelly. Mais avant que Nelly fasse sa présentation, je voulais vous parler un petit peu des flux, donc côté vente et côté achat, pour vous faire un petit peu une vision un petit peu globale. Donc, dans la philosophie de Sage, côté vente. Donc, côté vente, on a la solution donc Sage 1000, hein. Donc Sage 1000, si on parle de vente, ça sous-entend que j'ai l'option vente de Sage, d'accord? Donc quand vous facturez, quand vous faites vos factures dans Sage, vous êtes en capacité donc de valider vos différentes factures. Et bien sûr, vos factures vont pouvoir basculer dans Sage et dès lors qu'elles seront validées, elles vont pouvoir se connecter, c'est schéma duo. Si elles sont conformes sur les dernières versions, elles vont pouvoir se connecter sur le PDP de Sage directement, qui lui va se connecter sur la PDP client, d'accord, ou sur la plateforme publique. Et là, on est sur l'environnement Sage Network, donc on est dans la PDP de Sage. Et l'outil pour se connecter va être ce qu'on appelle le Sage Connect, hein, qui est le portail déclaratif sur lequel les clients vont pouvoir voir leurs différentes factures.
Donc ça, c'est dans le cas classique dans lequel j'ai des ventes. Si je suis en une ancienne version parce que j'ai pas eu le temps de mettre à jour ou autre, et que j'ai Sage SFD dématérialisation en rouge ici, on aura la possibilité aussi d'envoyer les factures non conformes et la plateforme de démat de Sage, elle pourra vous les mettre en conformité pour les envoyer sur la PDP de Sage. D'accord? Voilà. Autre solution, je n'ai pas Sage 1000, j'ai une autre solution tierce, d'accord, qui est non sèche, sur lequel je fais ma facturation et qui n'est pas PDP. Et ben, j'aurai trois possibilités de flux. J'aurai une possibilité de flux de envoyer des factures qui sont pas conformes en CSV ou en PDF sur la plateforme de démat de Sage, si je l'ai, hein, donc SFD, qui elle pourra les mettre en conformité, pourra les déposer sur le PDP de Sage. Et sinon, j'ai deux autres possibilités, c'est d'envoyer mes factures sur Sage 1000 pour que Sage les intègre, crée les factures de vente, les valide et communique directement avec la PDP. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Sage va être l'outil qui va vous permettre de transformer vos factures aux normes pour l'envoyer sur la PDP de Sage. Donc ça peut être une solution intéressante. Euh, et si vous n'avez pas la SFD de Sage, donc la démat de Sage, et que votre solution n'est pas PDP, vous pouvez pousser vos factures directement dans Sage, qu'on pourra intégrer par API, et les pousser que Sage derrière, une fois que la facture sera validée dans Sage, pourra pousser la facture directement sur la PDP de Sage. Et dernière solution, on aura la possibilité d'envoyer de la data, cette fois-ci, directement sur le portail Sage. C'est-à-dire que si ma solution métier est capable de pousser de la data au bon format, c'est un format défini hein, par la PDP de Sage. La PDP de Sage pourra l'intégrer directement. D'accord? Donc plusieurs flux, plusieurs possibilités selon votre cas de figure. Donc ça, c'était pour la partie vente. Concernant le flux achat, c'est à peu près le fonctionnement sera le suivant. Votre fournisseur va pousser sur sa PDP ses différentes factures, donc qui pour lui correspond à des ventes. La PDP de votre fournisseur va communiquer avec la PDP de Sage, d'accord? Donc la PDP de Sage du coup va identifier les flux et va pouvoir les intégrer dans Sage 1000 directement, d'accord? Ça c'est dans le cas où j'ai pas la dématérialisation de Sage. Vous avez la possibilité, si vous avez la démat Sage, eh ben, on va pouvoir récupérer du PDP les différentes factures. On pourra faire des workflows, de la GED et du coup pousser les informations de la démat Sage vers la Sage 1000. Également, il est possible pour votre fournisseur de pousser des factures directement sur la démat, bien sûr, de Sage, hein. Auquel cas, c'est la démat Sage qui va identifier les factures au format électronique, passer par un workflow et pousser après les factures dans Sage. On a également la possibilité, si vous avez une solution métier tierce qui gère des commandes achats et que vous voulez faire un rapprochement commande-facture, ils pourront également se connecter sur la dématérialisation de Sage. D'accord? C'est une autre possibilité. Et auquel cas, on fera un rapprochement facture Sage, enfin commande de votre solution métier avec les factures qui ont été récupérées Sage pour repousser l'information sur votre solution achat, sous réserve que votre solution achat soit en capacité, de pousser les commandes dans Sage et de réceptionner la partie rapprochement. Voilà, et puis la PDP de Sage aussi pourra aussi mais travailler avec des solutions qui ne sont pas intégrées dans Sage. Voilà un petit peu pour les deux principaux schémas, donc vente et achat, que Nelly va nous illustrer directement dans Sage. Et Nelly, je vais te passer la main. Merci beaucoup, Vincent. Je t'en prie. Je vais vous partager mon écran dès que j'aurai C'est bon, accès. tu dois avoir accès. Alors, attendez, je vais faire écran complet, je préfère. Toc. C'est bon, on voit ton écran. Normalement, vous voyez mon écran.
Donc là, je vous présente le tableau de bord pour la master data pour la mise en conformité de la facture électronique, donc partie tiers. Donc Vincent l'a rappelé, c'est très important. Ça va être une des gros travail pour vous, je pense, c'est mettre à jour toute la base tiers. Donc il est possible, pour faire le ménage également des tiers qui seront peut-être en doublon, qu'il faudra peut-être désactiver également. Donc il y a 2 tableaux de bord. Je vais vous le présenter après. Il est possible là de mettre une date de dernier mouvement pour voir le nombre de tiers à qualifier et ou à renseigner le NIC ou un numéro intracom qui ne serait pas valide. Et où ce qui est important maintenant, c'est au niveau des sociétés. Il faut vraiment avoir un compte bancaire privilégié au niveau de chaque société. Là, au niveau du type de tiers, par défaut, c'est client ou fournisseur, mais vous pouvez choisir soit les clients, soit les fournisseurs si vous voulez travailler par typologie de tiers. Et ensuite, il faudra faire actualiser. Donc là, vous avez une petite répartition des types de soumission de vos tiers. Et donc là, c'est tous les tiers qui ont une qualification à faire. Donc celle-là, ce sera la plus grande, c'est la qualification de la catégorie de facturation. Donc soit assujetti, non assujetti à TVA. Par défaut, vos anciens tiers, ils seront à qualifier. Et pour qu'un tiers devienne conforme, en plus du numéro de sirène, du pays et toutes les informations que Vincent a rappelées tout à l'heure, il faut qu'il y ait une catégorie de facturation de renseigner. Donc je vais cliquer. Tous les liens verts, c'est des liens hypertextes qui ouvrent sur la fenêtre de consultation des tiers non conformes. Donc là, vous avez le type de recherche. Donc vu que j'ai cliqué sur tiers avec une catégorie FE à qualifier, ça m'affiche ce type de recherche. Mais il est tout à fait possible de la modifier tout en restant dans l'écran. Donc je fais actualiser. J'essaye de chercher. Donc là, ça me dit tous les tiers parce que je n'ai pas mis de date de dernier mouvement, mais vous pouvez en mettre un. Si vous voulez mettre les 2 derniers des 2 derniers exercices, par exemple, ou vous pouvez borner de tiers à tiers. Donc là, je vais en prendre un en exemple. Petit inconvénient, c'est tiers par tiers, là, pour cette mise à jour-là. Donc, je vais prendre Veolia, par exemple. Et là, ça m'ouvre une fenêtre où je peux faire les modifications. Donc, je peux mettre son numéro sirène, numéro intracom. Et surtout, ce qui est très important, c'est la catégorie de facturation électronique du tiers à qualifier. Où là, il faut choisir entre assujetti ou non assujetti. On peut vérifier en même temps les adresses et la partie, du coup, donc la partie adresse, code tiré et NIC également. Et une fois que vous avez fait les modifications, donc là, je fais ça assujetti, vous pouvez faire enregistrer. Donc là, oui. Donc là, dans action, vous n'avez pas d'action particulière. Donc ça vous permet de faire tiers par tiers toutes les modifications à effectuer. Si on retourne sur le tableau de bord. Il y a également des actions rapides où si vous avez des tiers physiques comme étant, si vous avez des tiers physiques, par exemple, j'en ai un, je peux le qualifier directement en non assujetti à la TVA si je clique sur ce petit bouton-là. Donc c'est des petites actions rapides qui permettent de ne pas faire tiers par tiers. Donc le but, c'est qu'à la fin, une fois que vous avez fait toutes les modifications sur les tiers, vous faites actualiser et vous devez avoir 0 partout. Et là, votre base tiers sera conforme. Le conforme FE est important parce que dès que vous allez activer l'option donc facture électronique, surtout pour ceux qui ont le module vente, vous ne pourrez pas créer de facture de vente si le tiers sur lequel vous voulez créer la commande et la facture n'est pas conforme FE.
Donc, il y a des contrôles de fait vraiment au préalable de la facture. Donc, cet atelier et cette mise en conformité des tiers est très importante. Donc, il y a également la mise en conformité des codes EDI qui sont utilisés par l'administration pour faire le lien avec les modes de règlement, les unités commerciales, les taxes parafiscales. Et là, vous avez un lien également sur les sirènes associées à plusieurs tiers. Ça, c'est dans le cas de doublons. Je vais vous présenter tout de suite un autre petit tableau d'activité. Sur les doublons, donc sur la gestion des doublons de tiers. C'est une autre aide qui vous permet de voir s'il faut désactiver ou accepter ces doublons de tiers. Si vous souhaitez faire un tiers client, un tiers fournisseur. Donc là, on peut voir que pour ces deux clients, j'ai le même code sirène. Donc après, je peux soit accepter, soit désactiver le tiers. Là, c'est également le cas. Là, j'ai des actions rapides également sur rendre actifs les tiers non mouvementés depuis le 1er janvier 2024 ou une autre, parce que le 1er janvier 2024 fait référence à la date de référence que j'ai renseignée ici au-dessus. Donc, je peux accepter les doublons de non soldés ou accepter les doublons de mouvements les plus récents, ou je peux les rendre inactifs. Donc ça permet de rendre inactifs rapidement les tiers. J'ai des typologies de doublons différents également. Donc tiers unique par sirène ou tiers unique par adresse ou tiers unique par collectif. Donc ça peut être une aide également. Je vais vous montrer également l'API qui permet de créer des tiers. En création de tiers, on peut se connecter, on a un assistant qui nous permet de nous connecter à l'API Sirène directement pour créer les tiers avec toutes les informations qui sont sur l'annuaire. Donc par exemple, elle se trouve dans la liste des tiers, vous faites le menu action et vous faites gestion des tiers, l'assistant des tiers. Par exemple, dans les critères, je vais mettre Apogea. Et quand je fais rechercher, ça va me lister tous les tiers qui sont dans l'annuaire avec la dénomination Apogea. Je vais vous faire la démonstration de création d'un tiers. Je regarde. Celui-ci, je vais vous montrer qu'il existe déjà. Je ne vais pas le recréer, mais je vais vous montrer qu'il existe déjà dans FRP1000. Donc là, on voit quand je vais suivant que ça me propose un tiers à mettre à jour. Donc peut-être qu'il me manque le code NIC, le code sirène ou des éléments d'adresse. Donc quand il me trouve déjà un tiers qui a soit la même raison sociale, soit le même code sirène, je peux en sélectionner un pour le mettre à jour ou également en créer un nouveau si je le souhaite. Maintenant, je vais plutôt en créer un nouveau. Je vais prendre Apogea Loire-Atlantique. Donc là, je n'ai pas la même fenêtre, on voit qu'il n'existe pas. Par contre, il a deux adresses. Donc, soit je veux simplement lui mettre le siège, donc je sélectionne simplement l'adresse avec le siège. Ça me met bien, là c'est la partie FRP1000, donc ça me mettra le code siège, que je peux modifier si je le souhaite. La description aussi, elle est accessible, vous pouvez la modifier. Et je le coche, je laisse établissement principal parce que c'est le siège. Si je veux récupérer l'ensemble des établissements, par exemple, là je vais cocher le deuxième également. Ça me met bien le code Nantes, si je veux, je peux le modifier également. Et par contre, établissement principal n'est pas coché. On va voir du coup ce que ça va faire. Je vais faire exécuter.
Donc là, on voit bien qu'il me crée le tiers Apogée à Loire-Atlantique, le site siège et le site Nantes. Et j'ai un petit bouton, là, je peux aller voir le tiers pour ouvrir la fiche directement. Donc là, on voit bien qu'il m'a récupéré le numéro sirène, le code, ça a mis le code est égal à la raison sociale, ça m'a récupéré le code NAF, l'activité, et c'est une personne morale, et en établissement principal, ça m'a bien mis siège. La catégorie de facture électronique, c'est un champ FRP 1000, donc ce n'est pas récupéré par l'annuaire. Donc il faudra le mettre à jour pour dire si c'est assujetti ou non assujetti. Je vais mettre assujetti. Et dans les adresses, on voit bien que ça m'a récupéré Nantes et siège. Et si je vais voir, ça m'a bien récupéré le code SIRET et le code NIC, donc qui correspond au code d'établissement, avec l'adresse. Voilà pour cette gestion des tiers. Donc, ce qui est important, donc, c'est le data clean and control, et après la gestion de création des tiers. Vous pourrez toujours de toute façon les importer également une fois que la facture électronique sera mise en place. Je vais vous montrer maintenant la création, enfin le flux vente. Donc création d'une facture de vente basique et la valide. Et ensuite, on ira voir comment je l'envoie et comment elle est dans le Sage Network. Je ferme ça. Donc, j'ai déjà créé une commande. Donc, mais maintenant, je veux la facturer. Donc, j'ai créé la commande 17 à mon client Késis. Je vais créer la facture. Et pour que je puisse l'envoyer sur le portail en facture électronique, il faut la valider. Donc, je la valide. Je vérifie qu'elle est bien valide. Je fais actualiser. Cette pièce est bien valide. Alors, je vais juste faire une petite... Là, je change pour l'envoyer, du coup, dans l'application, dans le portail PDP. Donc, pour cela, pour l'instant, je suis obligée de lancer manuellement la synchronisation des données pour le Sage Network. Mais quand tout cela sera activé au 1er septembre 2026, il y aura possibilité de le planifier et ce sera automatique. Donc là, j'exécute. Donc ça va mettre à jour les éléments que j'ai déjà traités. Ça va mettre à jour aussi les tiers s'ils n'existent pas dans ma plateforme Sage Network. Et vous voyez, ça a synchronisé une facture. Donc, ça me l'a envoyé sur le portail. Donc, on va se connecter au portail. Donc, Sage Network. Donc, c'est un email. Par contre, il faut utiliser le Sage ID. Pour se connecter, c'est très important. Je vais me tromper, excusez-moi. Et du coup, vous voyez, c'est avec double authentification. Donc, c'est très sécurisé. Donc, il faudra juste le créer si vous n'en avez pas déjà un. Donc là, on se connecte au Sage Network. Donc, comme l'a précisé Vincent tout à l'heure, donc il y a une partie Sage Network, donc PDP, qui est un peu la boîte noire auquel nous n'avons pas accès et vous non plus, et la partie Connect, qui est le portail du client.
Donc, je vais bien me mettre sur ma bonne société. Donc là, c'est Axido pour la partie vente. Donc, il y a une partie portail où vous voyez un petit peu si vous avez des factures, il y a des factures en retard au niveau des tiers pour pouvoir les relancer. Il y a possibilité dans des envois automatiques de relance également via ce portail Sage Network. Donc là, vous pouvez voir, mon réseau concerne tous les clients qui ont été connectés, d'où ce qui est très important, c'est que votre base tiers soit à jour parce qu'on envoie tous les clients qui ont un sirène. Si vous n'avez pas de sirène, les tiers ne seront pas envoyés dans ce Sage Connect. Donc là, on a tous les clients et tous les fournisseurs et on a les soldes des comptes avec le nombre de factures en cours, le nombre de factures en retard. Donc c'est un vrai tableau de bord. Maintenant, vous pouvez faire une grosse gestion sur ce portail. Nous avons après les transactions. Donc, les transactions clients, où on retrouve toutes les factures qui ont été déposées, donc avec le statut de paiement et le statut de la facture. Donc, pris en charge, déposé, mise à disposition, approuvé. Et là, on devrait retrouver ma facture que j'ai créée aujourd'hui, qui est la facture 16, qui est à régler et qui a mise à disposition. Ça veut dire mise à disposition, ça veut dire que mon client, il a reçu dans sa boîte de réception, que je vous montrerai tout à l'heure, pour pouvoir soit la refuser, soit l'approuver. Et après, l'intégrer dans son système d'information. Sur le lien, si je clique sur le lien, je peux voir l'édition directement. Et je peux la télécharger ou l'imprimer directement également. Il y a toujours cette possibilité-là. Et si je clique sur la ligne, je peux voir les statuts. Là, c'est en cours de développement, enfin d'amélioration. Tout n'est pas encore finalisé par Sage. Et je peux voir donc là où elle en est, la date d'émission, le montant, la source, quand il y aura d'autres PDP, parce que Sage Connect est connecté, Sage Network se connecte à d'autres PDP. Et là, on voit la juridiction. Vous avez également un rappel de la facture, de l'édition de la facture plutôt. Vous pouvez envoyer des messages, faire des notes ou voir l'historique également. L'historique, donc c'est en attente, ça a été déposé et ça a été mis à disposition sur la plateforme de Kessis. Le client, il a reçu un message pour dire qu'il a reçu une facture. Et comme ça, il peut se connecter sur le compte. Je vais vous montrer maintenant la partie achat. Donc, je vais rester sur Sage Connect parce que Kessis, moi, il est également connecté sur Sage Connect. Donc, je me mets sur ma société Kessis. Donc, c'est le même visuel pour mon réseau. Donc, toujours partie client et fournisseur. Toujours pour mes transactions. Avec le statut de la commande, enfin de la facture. Et là, boîte de réception. Donc là, on va voir si j'ai reçu des factures. J'ai bien reçu des factures dans ma boîte de réception. Et la facture 16, c'est celle que j'ai envoyée ce matin. Et on voit bien le statut toujours mis à disposition et à régler. Donc là, dans cette boîte de réception, je sélectionne la facture ou les factures que je souhaite approuver. Je peux les sélectionner et les valider
en masse. Par exemple, je vais faire que la facture 16. Donc là, soit je peux l'approuver, soit je peux la refuser. Donc je clique sur approuver. Je l'approuve. Du coup, vu que c'est un caractère irréversible, on a un petit message pour dire que l'acceptation d'une facture ne pourra pas être annulée par la suite. Donc, j'accepte la facture. J'ai une petite fenêtre pour me dire où ça en est. Donc, on voit bien le invoicing sur la facture, sur la mise à jour, et j'avais une petite facture validée en haut. Et une fois que c'est fini, on a hop, le petit rond vert. Je ferme cette facture, cet écran, excusez-moi, et on voit que je n'ai plus que la facture 14 que je n'ai pas encore validée. La facture 16, elle est passée dans accepter. Facture 16 dans accepter. Je l'aurais refusée, j'aurais pu la revoir dans refuser. Maintenant que je l'ai acceptée, je peux la voir dans mes transactions. Mes factures fournisseurs, parce que c'est une facture fournisseur. Je la vois bien, elle est bien prise en charge. Idem, du côté achat, je peux cliquer sur ce lien-là pour voir la facture et l'imprimer et ou la télécharger. Et ou cliquer sur la ligne pour voir exactement la même chose que tout à l'heure côté vente. Donc les statuts et l'édition. Quand il y aura le cycle de vie et la partie e-reporting qui sera intégrée donc pour la partie siège au mois de décembre, on pourra modifier le statut de la facture directement ici. Parce que dans les transactions, on peut voir donc facture client, facture fournisseur, mais après on peut voir les paiements aussi que l'on a reçus ou que l'on a envoyés. Voilà. Là, pour l'instant, cette partie est encore en cours de développement par Sage. Donc là, j'ai reçu la facture d'achat dans le tableau. Mais maintenant, je vais aller voir. Donc là, je suis toujours dans le Sage Network, excusez-moi, donc dans le PDP. Maintenant, je veux intégrer cette facture-là, soit directement en comptabilité. Pareil, ce sera au mois de décembre, à partir du mois de décembre, soit du coup dans mon module achat, parce que je traite aussi mon module achat dans CGFRP 1000. Donc là, je vais me mettre sur la société qui existe. Il existe un tableau de bord pour gérer la réception des factures d'achat qui se nomme réception des factures d'achat. Je le sélectionne. Donc là, j'ai fait actualiser. Je clique dessus. Ah non, attendez. Il faut d'abord, moi, que je synchronise manuellement. Excusez-moi. Hop. Je synchronise manuellement, toujours me mettant sur Kesis, pour pouvoir intégrer la facture. Donc là, on regarde le traitement des objets reçus. Donc on voit qu'il identifie mon fournisseur. Donc c'est pour ça que c'est important de bien qualifier les tiers clients et fournisseurs, parce qu'on se sert vraiment du numéro de sirène et SIRET et aussi du code établissement. Et on voit bien que ça m'a réceptionné la facture 16 sur la société Kesis. Maintenant, je peux actualiser mon tableau de bord et je vois ma facture 16 qui est dans mes factures à traiter. D'ailleurs, je vais mettre facture à traiter et on voit plus que celle-là. Donc, on voit qu'elle est toujours en statut prise en charge. Le type d'intégration, donc, c'est pour savoir où est-ce que vous l'intégrez. Est-ce que processus opérationnel, c'est pour faire le lien avec la commande d'achat que vous aurez saisie préalablement. La comptabilité, c'est pour importer les écritures comptables directement ou alors ça provient d'une application externe. Donc moi, j'ai créé une commande tout à l'heure. Donc je vais vouloir intégrer la facture directement, créer la facture d'achat et la lier à ma commande. Là, vous voyez également tout l'historique de la facture, des statuts. Donc là, le prise en charge,
Mais après, il y aura tous les cycles de vie, hein, tous les codes, tous les statuts du cycle de vie. Là, vous avez des petites actions rapides, donc pour importer la facture, ou à ce moment-là, vous pouvez également la refuser parce qu'il y a une erreur de prix ou d'adresse, etc. hein. Vous pouvez toujours la refuser à ce moment-là. Moi, je vais l'importer. Donc là, on voit bien qu'elle est importée. Je ne la vois plus. Elle est bien importée. Je vais aller la voir. Tac, 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 tac. Donc là, je l'ai bien avec l'origine dématérialisation. Je peux aller la voir et je vais même, du coup, la comptabiliser pour vous montrer aussi qu'on a les statuts au niveau des écritures d'achat, les statuts de facture électronique. Et ensuite, ce sera ma dernière manipulation. Vous pourrez ensuite poser toutes vos questions, on pourra y répondre. Je fais un petit focus sur les annexes avant, mais oui. Donc là, ça m'a créé la pièce que je vais aller consulter en comptabilité. Donc là, vous voyez, on a un cycle qui est complet là, achat-vente. On est parti de la partie vente. On a généré la facture, on l'a récupérée sur le portail, le fournisseur l'a récupérée, l'a validée, l'intègre, et après peut la comptabiliser. Donc on a vraiment le cycle complet. Je vais mettre un espace, du coup il ne me la retrouvait pas. Juste pour vous montrer qu'on va avoir tout. Voilà. Donc là on voit l'origine. Et c'est surtout quand on va dans les informations complémentaires de la facture, en général, on a statut FE, donc là, c'est importé, mais c'est surtout qu'on peut récupérer tous les statuts et tout le cycle de vie. Donc le cycle de vie, on peut le voir côté vente, côté achat et côté comptabilité. Donc on a bien une traçabilité complète, y compris une fois que le flux est injecté côté comptable. Donc voilà pour cette démonstration. Donc comme je vous l'ai précisé, il y a encore des éléments à développer. Donc le cycle de vie, vous l'aurez au mois de décembre, sur la release du mois de décembre, ainsi que les flux e-reporting. Merci beaucoup Nelly pour cette présentation. Je vais reprendre la main si tu as fini Oui, tu peux y aller, Laurent. rapidement pour vous parler un petit peu, hop, juste sur la partie annexe si vous voulez. Non, c'est pas, attendez. Il m'a pris le partage là, non, il m'a pas pris. S'il veut bien partager. Il arrive, excusez-moi. Tac, tac. Voilà, donc merci pour cette démonstration, c'était très clair Nelly. Je voulais juste vous parler, avant de laisser la place aux questions, mes réponses rapidement sur les annexes. Le document pourra vous être fourni mais par votre commercial, hein, mais c'est important. On a mis quelques lexiques et quelques définitions sur la facturation, sur la PDP, sur le PPF, sur les cas de non-conformité et aussi sur les cas d'usage. Alors, je ne vais pas vous les détailler, mais voilà, vous avez quelques petites slides qui sont intéressantes sur la différence entre la facturation classique, la facturation électronique, quel est le PDP, quel est son rôle, quel est le portail public, les cas de non-conformité qui sont présents, c'est-à-dire que si on ne respecte pas, quelles sont les amendes et les contraintes prévues par l'administration. Et également, on n'en a pas parlé, mais on a aujourd'hui 48 cas d'usage jusqu'à
jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a 15 jours, on n'en avait que 36. Donc là, on vous présente les 36 premiers cas d'usage qui sont les cas particuliers avec les traitements et les impacts d'enseigne. Donc, je vous invite fortement à vous renseigner sur ces cas d'usage pour voir lesquels vous concernent, notamment dans vos choix de PDP. Il faut savoir que tous les PDP ne sont pas obligés de couvrir l'intégralité de ces flux-là. D'accord? Donc, c'est important de vous renseigner par rapport à vos cas, savoir si vous avez les cas d'usage. Sage prévoit de tous les couvrir, mais si vous avez plusieurs PDP, il est important de vous renseigner, surtout que les cas d'usage changent, hein. Là, on en avait mis 36 il y a une dizaine de jours, je crois. On est passé à 48 et à terme, on devrait être à peu près à une centaine. Donc, les cas d'usage vont être intégrés par les certaines PDP au fil de l'eau, mais c'est un point qui peut être important en fonction de votre activité. Très rapidement, je passe sur les web démos qui sont déjà passés. En septembre, on abordera les nouveautés de la release 2, enfin de la release 1, pardon. On fera aussi un atelier sur la partie Sage fiscalité pour préparer la campagne du millésime 2026. En octobre, vous aurez les e-days où on vous invite à venir nous voir physiquement. Mais sur Paris. Et en novembre, on fera un focus sur la partie vente, toujours dans le cadre de la facturation électronique. Et en décembre, nous ferons un focus sur la release. Alors, si on l'a, parce que pour l'instant c'est le 16 décembre, donc cette date elle sera peut-être un petit peu décalée en fonction de la sortie de la release de Sage. Voilà, et je vous invite maintenant à poser vos questions et on essaiera d'y répondre au mieux. Jessica, je ne sais pas s'il y a des questions en cours. Non, du coup, il n'y a pas de questions. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions. Ah, Il y a un je chat vois une ouvert. main, je crois qu'il y a Jean-Loup qui avait une question. J'ai vu une main levée. La personne qui a la main levée, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat. Alors, désolé, on est un petit peu débordé. Mais il y avait pas mal de choses à dire. J'ai été trop longue. Non, t'étais bien. C'est moi qui suis trop bavard. Alors, j'ai une première question. Il n'y a pas eu de présentation du système Mais de... de BAP. Oui, Oui, alors mais la partie des bons à payer, elle reste soit intégrée dans Sage directement, soit au travers de la partie des maths de Sage, hein, ce qu'on appelle la SFD, Sage Flux Dématérialisation. C'est elle qui va gérer la partie du bon à payer, mais directement dans Sage. Enfin, en tout cas, sur la partie Médémat achat qui va s'intégrer après dans votre écriture Sage et qui va permettre de générer votre paiement. Donc effectivement, le bon à payer, euh, c'est un élément qui va vous permettre en fait de confirmer que la facture est bonne à payer, de faire le flux euh, de paiement, donc soit dans Sage directement, soit sur la partie des maths de Sage ou d'un autre outil, mais de démat, hein, c'est également possible. Mais voilà, là on s'est plutôt focalisé sur la partie facturation électronique pure. Et sur la présentation des flux. Ouais, c'est ça. SFD, c'est le. Oui, en fait, SFD s'appelle sur la ligne 100 ACS et sur la ligne 1000, ça s'appelle SFD. C'est la partie des maths de Sage, en fait, hein, qui en fait se connecte au PDP de Sage, donc à Sage Network, pour récupérer la partie facture achat. C'est-à-dire que aujourd'hui, les factures sont envoyées en gros par mail ou elles sont scannées, elles sont récupérées par la PD par SFD ou ACS. Là, en fait, avec la facturation électronique, SFD va récupérer les factures directement sur la PDP pour vous les mettre à disposition.
Mais la solution de démat Sage fonctionne aussi bien en 1000 qu'en 100. Voilà. C'est juste qu'elle porte un nom différent. ACS pour la 100 et SFD pour la 1000. C'est le petit schéma que j'avais présenté avec le flux vente-achat avant que Mekenelli met sa démonstration. Dans cette partie qu'on pourra saisir les factures via une OCR Facture X et faire, je vois pas tout le saisie comptable des texte. écritures. Oui, la partie des maths de Sage va en fait récupérer les factures, mais des PDP en fait. Aujourd'hui, en fait, la partie des maths de Sage, la CFD, c'est déjà récupéré du format électronique et du format non électronique. Mais demain, en fait, tous les flux vont passer en format électronique via Sage directement ou la partie des maths de Sage. Et puis après, bah, le déversement de vos écritures se fera soit comme Nelly nous l'a montré pour les clients qui n'ont pas la partie de démat de Sage, soit se ferait soit par les processus opérationnels, donc par la partie achat, soit directement en gestion comptable, soit directement par la partie démat de Sage. La partie démat de Sage va vous rajouter des circuits de validation interne, va vous rajouter du contrôle, va vous rajouter le BAP. Ouais, j'espère avoir répondu à vos questions. Je ne vois pas d'autres questions. Oui, je pense que vous allez recevoir le support directement à la oui, suite du alors webinaire par mail. pour le support, tout à fait, je vous invite à vous rapprocher de votre ingénieur commercial qui vous fera parvenir le support directement, tout à fait. Comme ça, vous aurez accès aux détails et notamment aux annexes que j'ai pas pu vous présenter en détail, le format étant un petit peu trop court pour ça. Mais oui, bien sûr. Le but, c'est que vous ayez de l'information et que vous puissiez la consulter par ailleurs. Je ne vois pas d'autres questions, donc on va clore le webinaire. Merci à tous pour votre participation et merci beaucoup. Ah non, il y a une dernière question. Ouais, d'accord. Donc Jean-Luc qui me dit, je vais rapprocher de mon commercial pour une présentation de cette partie des maths. Je pense que oui, la partie concrète de saisie des factures, mes comptas et des BAP. Oui, voilà, la partie BAP, hein, je vous confirme, elle est surtout orientée sur la partie des maths parce qu'on va pouvoir avoir des gestions de bons à payer assez fines pour pouvoir gérer la partie est-ce que je veux fermer le paiement ou autre. Ouais. Oui, tout à fait. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, on va clore ce séminaire parce que tout le monde a, j'imagine, un agenda qui est bien rempli. Merci de votre présence et puis on vous souhaite une bonne avancée dans la facturation électronique et de bonnes vacances pour ceux qui partent mais prochainement.